Bonjour à tous. Cette contribution a pour titre Greffer une nouvelle pratique sur un milieu d'enseignement-apprentissage. Perspective mésologique et émergence de l'instance ingénieur. Ma réflexion est la suivante. En quoi une logique d'échelle peut intéresser le praticien dans sa recherche d'une meilleure efficacité didactique? J'étudierai deux cas de greffes épistémiques menées selon une logique d'échelle, en m'intéressant auparavant aux possibles écueils susceptibles d'être rencontrés par le praticien. Je valoriserai également le métissage des rôles de chercheur et de praticien, avec pour conséquence l'émergence d'une nouvelle instance, celle de l'ingénieur. Pour répondre au défi de l'efficacité scolaire relevé par Éric Prérat, le praticien peut parfois introduire de nouvelles pratiques sans réelle vigilance épistémologique. Les éléments qu'il introduit sont parfois additionnés sans faire l'objet d'une étude dense. Cette transformation hâtée peut conduire à ce que Gérard Sansemi nomme un réductionnisme pratique, basé sur une accumulation de coûts didactiques. Ainsi, l'agir professoral paraît coupé de la réflexion qui permet de le penser. Les conditions d'éducation deviennent illogiques. Il y a risque de glissement vers ce que je propose de nommer la classe foutoir, en écho au concept d'espace foutoir, junk space, théorisé par l'architecte hollandais Rem Koolhaas. Un espace foutoir est un espace dans lequel le bâti se conçoit sans logique ordonnatrice, au profit de constructions érigées dans le désarroi d'une liberté d'action mal comprise, par accumulation et addition de matière. L'espace foutoir se pose en négateur des lieux réels, évacuant la réalité éco-techno-symbolique qui fait aller ensemble les choses et les êtres de cet espace. L'espace foutoir, c'est l'empilement et la prolifération. More and more is more, selon l'expression de Koolhaas. J'appelle ici classe foutoir une organisation illogique des conditions de l'enseignement-apprentissage qui prend forme, en partie, sur la faiblesse épistémologique enseignante, c'est-à-dire sur une connaissance partielle de l'esprit et des pratiques, sur un survol de l'ancrage matériel et idéologique de la matrice théorique produisant tel élément, telle technique, telle pratique et ensemble de pratiques transposées dans un nouveau contexte didactique. La classe foutoir me paraît également s'originer dans le changement d'hétérotopie repéré par Éric Prérat, puisque les références depuis lesquelles se pense et se définit l'école d'aujourd'hui ne relèvent plus du religieux, du militaire ou du politique, mais de l'économique. Cette hétérotopie dominante influence les choix et les projets, dont certains pourraient illustrer ce foutoir pédagogique. Ainsi, il n'est pas rare de voir additionner, dans ces projets, des références à des pédagogues illustres, dans la volonté de pluraliser, pour les relativiser, ces sources. Cette école, par exemple, prétend juxtaposer les pédagogies Montessori, Froebel, Reggio, Steiner, Freinet, De Crowley, positives et traditionnelles même, en complétant ces références par des contributions de la psychologie et des neurosciences. Cette action désordonnée trouve un écho dans cette idée de John Dewey, traduite par Carrois et relevée par Goeri Ondé. Quiconque croirait faire œuvre de rénovation pédagogique parce qu'il introduit dans sa classe, sporadiquement, au hasard des loisirs, de petites expériences isolées, ou quelques éléments concrets sans liaison avec un contexte vital, se tromperait lourdement. Le philosophe et géographe Augustin Berg a produit une critique de cette conception chaotique de l'espace foutoir, qui s'affranchit d'un milieu approprié, qui se coupe d'une réalité qui fait aller ensemble des choses et des êtres dans le sens de leur milieu. Selon la formule de Berg, pratiquer un milieu revient à respecter à la fois le sol et l'ouverture, donc à se référer à la fois à l'héritage médial, propre au milieu, et également aux lignes de fuite qui font évoluer ce milieu, systématiquement et créativement. Cette évolution résulte d'une combinaison empirique qui s'effectue entre le hasard, n'importe quoi, n'importe quand, n'importe où, et la nécessité, toujours et partout la même chose. La réalité, du point de vue mésologique, est ce qu'elle est en fonction d'une certaine histoire et d'un certain milieu. Pour éviter l'introduction d'éléments trop discordants dans ce milieu, pour respecter son système de raison d'être, il faut prendre en compte les dimensions temporelles, une certaine histoire, et spatiales, un certain milieu. Il va s'agir, dans une logique d'échelle,
de comprendre, de maîtriser et de pratiquer les manières localisées de penser, de voir et d'agir qui font que les choses et les êtres d'un milieu se co-impliquent, croissent ensemble en adéquation réciproque. Les milieux ont une logique, celle de leur échelle, ce qui revient aussi à dire qu'il est illogique de la négliger. En m'appuyant sur la logique d'échelle décrite par Augustin Berg, qui s'inspire lui-même du traité japonais de l'art de jardiner, je propose de considérer 4 niveaux de réflexion pour guider un projet visant à introduire de nouvelles pratiques. À l'échelle locale, celle de la classe, l'enseignant pourrait mener une étude ethnographique de sa réalité, par une imprégnation lente et minutieuse, par une attention aux détails du vécu quotidien de sa classe. Ceci permettrait de rendre compte de l'originalité locale, des tendances naturelles et sociales qui la constituent. À l'échelle plus globale, disons institutionnelle, l'action transformatrice de l'enseignant sera limitée par un ensemble d'obligations. Lois, règlements, principes, programmes, coutumes. À l'échelle intermédiaire, celle d'un groupe scolaire, de plusieurs classes d'un groupe scolaire ou d'une classe, l'enseignant pourra mettre au jour des représentations, des normes et des valeurs qui imprègnent la relation éducative. Ces représentations, normes et valeurs sont déjà présentes au niveau local. Mais à cette échelle intermédiaire, l'enseignant donnera une perspective plus ample, historique et philosophique. Le contexte éducatif observé permettra par exemple de répondre à des questions comme « Quelle est la forme scolaire adaptée ?» Autrement dit, quelle est la place de l'éduqué dans leur relation d'enseignement? Comment s'exerce l'autorité enseignante? Quelle conception de l'enfance est privilégiée? Enfin, l'enseignant qui veut transformer ses pratiques devra étudier les théories didactiques et les œuvres pédagogiques qui l'intéressent. À cette échelle individuelle, l'enseignant doit travailler les réalisations abouties dans le domaine de l'éducation pour déterminer les compatibilités potentielles avec le contexte local et intermédiaire, et éviter ainsi la désorganisation, le foutoir qui guette le milieu d'enseignement-apprentissage initial. Dans l'ouvrage Didactique pour enseigner, le collectif conjecture la prochaine redéfinition des professions de professeurs et de chercheurs en éducation, et plus généralement, une redéfinition des rapports entre recherche et profession. Être à la fois chercheur et praticien n'a de sens que dans la mise en tension de ces deux instances, c'est-à-dire dans leur métissage, si l'on pense, avec François Laplantine, de manière modale. Cette mise en tension se joue autant de l'alliance entre catégories fusées, chercheurs et praticiens, que de leur fusion totalisante. Cette mise en tension permet de penser une association complexe, comme l'écrit Gérard Sansevi. L'ingénieur, c'est un collectif de pensée caractérisé par des positions institutionnelles multiples et faiblement étanches entre elles. Professeurs, chercheurs, éducateurs, doctorants, formateurs. L'activité de l'ingénieur se meut dans le multiple, dans le mouvement de la durée et du devenir. Activité qui devient alors celle de la modulation et parfois du modelage, nous dit François Laplantine. L'ingénieur, instance transcatégorielle, forme, déforme, transforme la réalité didactique. Le but, je cite DPE, est de concrétiser une formule abstraite, de la ramener à une forme de vie et à un jeu de langage dans une situation précise, souvent en l'exemplifiant. Le premier cas d'une logique d'échelle concrètement mise en œuvre s'illustre, selon moi, dans l'élaboration par le couple Freinet, sur près d'un demi-siècle, de ce que Got et Riondé ont nommé la machine Freinet. Sans forcer les évidences, on retrouve une ligne de conduite mésologique dans les tentatives de modernisation de l'école par le couple Freinet. Ainsi, à l'échelle de la classe, le couple Freinet n'a cessé de tenter de comprendre et de maîtriser ces pratiques à travers différentes publications et dans les échanges avec de nombreux praticiens. À l'échelle institutionnelle, Freinet a tôt fait de prendre conscience de l'importance de l'institution scolaire et a réfléchi à sa modernisation, en
écho au concept de John Dewey de reconstruction. À l'échelle intermédiaire, les représentations, les normes et les valeurs qui pèsent sur la réalité de la relation éducative freinétienne sont à chercher du côté de John Dewey, fantôme de Freinet. Ainsi, le puérocentrisme, le refus de l'autoritarisme, les méthodes actives valorisées ou la libre expression contrastent fortement avec les valeurs guidant le fonctionnement de la forme scolaire classique d'éducation et de socialisation. À l'échelle individuelle, le couple Freinet n'a cessé de lire et d'annoter, de manière critique, les œuvres abouties de pédagogues, psychologues, philosophes, penseurs de tous horizons. Mes travaux de recherche en thèse de doctorat m'ont conduit à transposer le modèle de l'école Freinet en écoles ordinaires et à envisager ses possibles évolutions. Les recherches en didactique ont montré la nécessité de travailler le spécifique didactique de ce modèle et de parvenir à délibérer sur le plan épistémique avec autant de pertinence que sur les plans éthiques et politiques. Ayant avancé dans la compréhension, la maîtrise et la pratique de ce modèle, j'ai expérimenté un processus de greffe d'une micro-institution nommée le Journal du Nombre, sur les réseaux des institutions didactiques transposées du modèle Vansois dans ma classe de cycle 3 de l'école Freinet de Valence. Cette greffe s'inscrit dans la création de contrats didactiques spécifiques plus élaborés, respectant une logique d'échelle, c'est-à-dire prenant en compte la logique du milieu pédagogique, tout en complexifiant le fonctionnement au lieu de l'appauvrir et de l'annihiler. La greffe est une activité utilisée par de nombreux professionnels. Pensons aux viticulteurs, aux chirurgiens, à l'arboriculteur. Le menuisier pratique également une greffe de réparation lorsqu'une partie d'un ouvrage en bois est manquante ou défectueuse. Cette greffe respecte des critères précis, permettant de retrouver l'apparence et la fonctionnalité de l'ouvrage travaillé. Greffer une même essence de bois, respecter le sens du veinage et maintenir les caractéristiques de l'assemblage des pièces font partie des opérations les plus importantes. Dans cette transposition du modèle Vansois, le Journal du Nombre reprend souvent en mode majeur, dans un principe de continuité des apprentissages, les institutionnalisations mineures établies dans des pratiques d'enquête. Le cas proposé pour illustrer mon propos prend pour commencement un énoncé travaillé en mode mineur lors d'une conférence sur l'ornithorynque, puis problématisé pour l'étude dans le Journal du Nombre. L'enfant conférencier expliquant que chaque jour, ce mammifère, pesant 2 kg, mange l'équivalent de 20% de son poids. Les transactions didactiques s'effectuent alors sur la recherche du poids correspondant à la quantité de nourriture ingurgitée quotidiennement par cet animal, ce qui se traduit par donner la réponse pour 20% de 2 kg. Une série d'échanges par voie électronique avec le professeur Gérard Sansévi ont illustré le principe d'offre et demande de raison autour de la notion de proportionnalité. Ces échanges me paraissent montrer la manière dont l'offre et demande de raison peut saisir la balle au bond et s'actualité dans des situations didactiques à forte teneur épistémique. Ces échanges, réalisés entre le mois de septembre 2019 et le mois de février 2020, montre également comment je tente de prendre progressivement pouvoir sur une notion renvoyant à ce que Gérard Sansévi nomme un problème effectif de culture. L'utilisation d'un vocabulaire de plus en plus spécifique dans le déroulement des échanges en témoigne. Je donne à voir quelques traces des tâtonnements effectués par les enfants de cycle 3 sur les cahiers du Journal du Nombre. Je précise que le Journal du Nombre est un instrument d'expérience mathématique qui permet aux enfants d'effectuer des puissances en produisant et en travaillant des signes et des représentations qui font sens pour eux et qu'ils se montrent capables, progressivement, de faire évoluer. Freinet reconnaissait la possibilité, je cite, de greffer sans trop de dommages des situations didactiques propres à des domaines spécifiques du savoir, si celles-ci se réalisaient dans le sens d'une complexification du milieu. Dans cette perspective, l'étude et la pratique d'une œuvre aboutie dans le domaine des mathématiques et de la grammaire, comme peut l'être l'approche de la subordination de l'enseignement à l'apprentissage proposée par Caleb Gattegno et à la suite par Maurice Laurent, ouvre la voie à de possibles greffes épistémiques qui doteraient l'action professorale d'outils et de gestes pertinents dans le travail du spécifique didactique.